Bonjour à tous, je suis le docteur Mbédé Rose, chargée de cours à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Et je suis honorée d'être parmi vous ce jour pour faire cette petite communication, montrer les travaux que nous effectuons dans notre pays qui démarrent en ce qui concerne les maladies rares. Et nous sommes honorés d'être là. Donc ce jour, nous allons présenter un travail qui parle des manifestations anatomiques et fonctionnelles bucco-dentaires de la trisomie 21 et la stabilité mandibulaire. Ce travail a été amorcé en novembre 2020 et nous avons constaté plusieurs manifestations orales chez ces patients quand on sait que le syndrome de Down, qui est la trisomie 21, touche 9 naissances sur 10 000 au Cameroun, donc classé comme maladie rare dans ce cadre. Et le syndrome bucco-facial, observé souvent dans la littérature, est tout aussi bien retrouvé chez les patients camerounais. Bien évidemment, à cela s'ajoutent les troubles psycho-affectifs et la stigmatisation, souvent liée à la tradition qui occulte l'aspect scientifique lié à ces maladies. Donc, de fait, nous nous sommes proposés d'amorcer un pan scientifique en ce qui concerne ces pathologies en décrivant les manifestations orales, tant anatomiques que fonctionnelles, qui pouvaient affecter les patients dont les parents ont donné leur accord pour que l'étude se fasse avec leurs enfants. De fait, étant amorcé en 2020, donc c'est encore en cours parce qu'il y a plusieurs phases, ça se fait pas à pas, déstigmatisation, examen clinique de 2020 à 2021, examen paraclinique qui a commencé en 2021 avec un patient d'ailleurs qui a pu bénéficier d'un examen génétique NGS grâce au professeur Agnès Bloch-Zupan, ici présente, et que je remercie pour cette faveur. Après cela, tel que vous voyez sur ces diapos, donc là, c'est une patiente âgée de 25 ans, trisomie 21, mais compliante aux soins parce que chez nous, c'est un peu difficile au niveau de l'accompagnement en psychomotricité ou en orthophonie. Donc, en réalité, on entre vraiment dans le vif du sujet en prenant en considération tous les troubles psycho-affectifs qui touchent les patients. Cette patiente, en l'occurrence, n'avait pas de troubles spécifiques au niveau de son comportement, donc facilitant l'examen clinique. Les autres, actuellement, nous procédons petit à petit par sédation pour pouvoir les examiner. La sédation consciente aussi n'étant pas encore véritablement mise en place dans notre contexte. Donc la phase descriptive qui était plus clinique qu'autre chose a permis de mesurer la DVO en dehors de l'examen clinique oral tel que vous voyez là, avec des malformations, avec des malpositions dentaires, un palais profond, une macroglossie relative dans le cas de figure que nous voyons ici. Bien évidemment, il n'y a pas de respect de la courbe parabolique dentaire, ce qui affecte l'occlusion. Et souvent, chez ces patients, on retrouve aussi une infraclusie, un inversé d'articulation et bien évidemment une endognathie liée aussi à la langue basse, l'hypotonie musculaire qui se répercute aussi au niveau des muscles bucco-faciaux et de fait un manque de développement d'expansion normale du palais. Après avoir fait l'examen clinique des patients, nous avons bien évidemment pris leurs empreintes pour pouvoir étudier plus tard les facteurs d'occlusion de manière un peu plus rapprochée. Il en a donc découlé au niveau des résultats cliniques que les patients âgés de 14 mois à 25 ans que nous avons pu examiner depuis 2020 étaient à majorité de sexe masculin et ils présentaient
toutes les anomalies du syndrome bucco-facial qu'on retrouve en général chez les patients atteints de trisomie 21, que ce soit les anomalies de nombre, que ce soit les anomalies de forme, telles que la microdontie. Ici, nous avons cité plus les pourcentages qui étaient les plus retrouvés parce qu'il y avait d'autres manifestations, mais nous ne pouvons pas toutes les évoquer pour cette communication. Nous avons juste relevé les plus présentes. La classe 3 d'angle qui revenait à 90%, l'infraclusion que nous avons évoqué plus haut, le palais étroit, 80%, l'angle plicaturé, macroglossie plus souvent relative, mais vraie chez d'autres patients, chez qui on n'aperçoit même pas les faces occlusales des dents mandibulaires, une ventilation mixte autant nasale qu'orale, bruxisme chez la plupart d'entre eux, dysphonie liée souvent aussi au fait qu'il n'y ait pas de suivi en orthophonie, sans parler de la psychomotricité, pour réguler le facteur neuromusculaire en dehors du facteur purement occlusal, et une déglutition atypique chez ces patients. Ici, vous voyez, ce patient, il a une langue plicaturée, tout ce que nous avons donné comme description, et là, on voit bien que la macroglossie est vraie parce que la langue couvre totalement les faces occlusales. Là, des formes atypiques coniques. Ici, il y a une agénésie d'une incisive lactéale et bien évidemment ici un encombrement lié à une persistance de dents de lait qui est un facteur souvent retrouvé chez les patients atteints de trisomie 21. Après avoir fait l'examen clinique de ces derniers, nous avons procédé, tel que je vous ai dit, à partir de 2021 à la paraclinique qui nous permettait d'analyser un peu plus en profondeur les facteurs occlusaux chez ces patients. Nous avons vu une confirmation des agénésies dans plusieurs examens panoramiques. Cela n'a pas été évident chez la plupart parce que opposant. Donc, d'ailleurs, l'effectif des patients réduit au fur et à mesure que nous évoluons parce que c'est pas toujours, les parents ne sont pas toujours d'accord. Quand on parle déjà de sédation, il y a beaucoup d'explications à apporter pour que ces derniers acceptent qu'on aille un peu plus loin pour bien évidemment améliorer les conditions de vie de leurs enfants. Parce qu'il y a toujours le facteur traditionnel aussi qui rentre en jeu. Face à l'inconnu, il faut prendre du temps aussi. Mais je crois qu'avec l'évolution, les résultats que nous avons, de plus en plus, les parents, ils reviendront. On reviendra à l'effectif de 40 qu'on avait au départ, parce qu'à ce jour, nous sommes à une quinzaine de patients qui continuent l'aventure avec nous. Donc, pour le coup, là, on a bien une béance labiale et nous voyons que les courbes sont planes, pour ne pas dire la courbe de Spie. Elle est plane alors que après le positionnement des deuxièmes molaires, on devrait déjà avoir une courbe à concavité maxillaire supérieure, mais là, ce n'est pas le cas chez la plupart de ces patients. Elle est vraiment plane du fait souvent du bruxisme qui les affecte. Et pour continuer, après l'examen paraclinique radiographique, nous avons fait des moulages à ces derniers à partir de 2022 et cela nous a permis de voir un peu plus clair sur l'organisation des arcades, la profondeur du palais qui, dans la plupart des cas, ce n'est pas encore véritablement chiffré parce que nous sommes en cours. Il y a d'autres patients chez qui nous prenons encore des empreintes et chez qui nous réalisons ces modèles-là pour avoir un chiffre plus ou moins représentatif avant de donner les chiffres définitifs par la suite. Mais les caractéristiques qui sont retrouvées dans la littérature sont tout aussi bien retrouvées chez ces derniers. Et là, nous avons amorcé le processus de réalisation de gouttières de libération occlusale pour déjà limiter le fait, l'abrasion occlusale et bien évidemment qui engendre encore plus de déséquilibres au niveau mandibulaire avec les troubles neuromusculaires que ces patients présentent. Donc, tout ceci, surtout gouttière, et c'est pas très bien visible. Là, il y a une petite prothèse qui a été faite chez 2 patients en situation d'édentement.
Ces soins ont été faits sous sédation plus ou moins profonde. Nous sommes associés avec des anesthésistes réanimateurs, la sédation consciente n'étant pas encore dans le domaine bucco-dentaire au Cameroun. Donc, ces anesthésistes réanimateurs nous ont accompagnés dans ce processus pour que nous puissions déjà accompagner les patients dans une réhabilitation et que leurs parents voient l'importance de réaliser les travaux que nous faisons et ainsi motiver les autres patients et parents qui suivent de loin ce que nous faisons comme travail. Donc, de fait, après la pose de ces gouttières et petites prothèses et bien évidemment introduction aussi de soins orthophoniques et de psychomotricité, nous donnons un temps de 4 à 6 mois aux patients et aux parents pour voir l'évolution. Donc là, nous en sommes à notre 3e mois et nous espérons avoir des résultats intéressants pour la suite dans ce cadre-là, ne serait-ce que pour limiter le bruxisme chez ces patients, bien évidemment associés aux soins d'orthophonie et de psychomotricité évoqués. En conclusion, nous pouvons dire que les patients atteints de trisomie 21 sont retrouvés au Cameroun. Ils présentent les troubles autant anatomiques que fonctionnels et aussi psychoaffectifs retrouvés chez tout autre patient atteint de trisomie 21 dans le monde entier, sauf que tous ces aspects sont encore mal connus et mal pris en charge dans notre contexte. Néanmoins, nous évoluons petit à petit et nous espérons que ce travail permettra déjà d'ouvrir une page dans ce domaine qui est assez large des maladies rares, la trisomie 21 étant la plus représentée dans notre contexte. C'est pour cela que c'est ce cas que nous avons présenté ici. Et bien évidemment, améliorer les oralités chez ces patients, parmi lesquels la stabilité mandibulaire, parler, manger, sourire, avec un suivi plus ou moins cohérent. De fait, nous souhaitons remercier le professeur Agnès Bloch-Zupan, qui a toujours écouté notre petite voix, qui nous a souvent conseillé, qui nous a souvent orientés et encouragé tous les petits pas que nous faisons dans ce travail. Nous n'allons pas terminer notre allocution sans remercier le chef de département de la filière médicale bucco-dentaire au Cameroun, le professeur Bengondo Msanga Charles, qui porte la filière depuis sa création en 2007 au Cameroun, et bien évidemment les parents et patients d'une association qui regorge de ces derniers au Cameroun, l'association Triso et Vie, que vous voyez sur la photo lors de notre dernière visite à leur siège, et l'université de Yaoundé 1 qui nous permet d'effectuer des mobilités pour que nous puissions nous former plus en avant dans ce domaine qu'est celui des maladies rares. Bien évidemment, cela ne saurait être possible sans le mécénat et des dons que nous recevons pour aller plus en avant dans le travail que nous effectuons, parce que avec des associations, bien évidemment, on a toujours besoin de dons pour aller de l'avant. Et ici, l'association Info Maladies Rares que nous avons créée dans la foulée pour pouvoir faire entendre la voix des sans-voix, déstigmatiser les maladies rares au Cameroun, interconnecter patient-patient, patient-soignant, patient aidant, patient État, patient institut tant privé que public, patient ONG, autant au Cameroun qu'à l'étranger. Cette association a déjà permis de prendre en charge plusieurs patients dans notre contexte et même au niveau de la recherche scientifique. Et d'ailleurs, nous remercions l'association CAMTUFRA, qui est une association française qui a permis que nous réalisions les gouttières dentaires des patients que nous avons présentés plus haut. Donc là, ce sont des petites activités que nous menons chaque année. Celles-ci sont celles de l'année 2023, parce qu'on choisit un parrain ou une marraine qui porte la voix des sans-voix et qui peut permettre de sensibiliser un peu plus au niveau étatique et bien évidemment au niveau de la communauté internationale. Nous organisons des séances d'éducation thérapeutique pour les patients et pour toute personne qui voudrait avoir des informations en ce qui concerne les maladies rares dans le contexte camerounais. Et d'ailleurs, nous remercions la filière parce que nous nous inspirons beaucoup de ce que fait la filière pour avancer aussi dans nos petits travaux au Cameroun. Sur ce, je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, avant de prendre des questions dans le public, je vous remercie à nouveau et vous dire que nous, on est effectivement extrêmement partants. C'est une des missions, c'est de développer les coopérations internationales. Donc, voilà, les échanges à tous les points de vue, à la fois sur ce que nous on fait, ce que vous faites, et puis hésitez à entrer en contact avec tous les partenaires que vous aimeriez, avec lesquels vous aimeriez échanger. Ça, c'est toujours possible. On est toujours dispo pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bon, sinon, j'ai une autre remarque, c'est peut-être trisomie 21, c'est vrai que c'est une pathologie extrêmement transversale, puisque, alors moi, en tant qu'ORL, nous, on les voit pour les apnées du sommeil, pour tous les âges de la vie, pour les pathologies otologiques et audiométriques. Je dirais, mais effectivement, il y a tout ce versant-là que nous, alors, moi, je ne maîtrise pas du tout, mais qui mérite une prise en charge vraiment prolongée et transversale aussi. Oui, Muriel. Merci Rose de revenir. C'était un plaisir. Comment on évalue la macroglossie? Est-ce qu'il y a des échelles ou est-ce que l'hypotonie peut aussi participer à la macroglossie? Merci, professeur Deladure, de la question. L'hypotonie n'est pas un facteur qui caractérise la macroglossie parce que l'hypotonie peut s'associer à tout type de muscles, que ce soit les muscles faciaux ou les autres au niveau des membres. La macroglossie, nous l'avons évaluée par rapport au recouvrement des dents au niveau de la mâchoire inférieure. Donc, quand toutes les faces occlusales étaient recouvertes par la langue, on considérait que c'était une macroglossie vraie. Et lorsqu'on apercevait la moitié des faces occlusales, la macroglossie était considérée comme relative. Oui, et j'avais une question concernant les gouttières. Vous avez dit que du coup vous avez eu la possibilité de faire ces gouttières. Est-ce que vous avez eu déjà un retour sur ces gouttières et la conception des gouttières? Est-ce qu'il y a des recommandations ou même juste un petit retour clinique sur l'utilisation de ces gouttières chez ces patients? Merci de la question. En effet, les gouttières sont souvent utilisées chez des personnes atteintes de bruxisme, que ce soit un bruxisme lié à un trouble du comportement ou pas. Et chez les patients souffrant de trisomie 21, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est un travail qui a été mené il y a de cela 3 mois. Et nous rentrerons vers les patients, ou plutôt vers les parents aussi, pour savoir au bout du 4e mois s'ils constatent qu'il y a une évolution favorable en ce qui concerne l'abrasion occlusale chez ces patients qui aussi suivent en parallèle des soins d'orthophonie et de psychomotricité parce que le facteur neuromusculaire est à prendre en considération. Oui, c'est récent pour cette phase. Mais nous serons ravis de vous faire part des résultats d'ici 1 mois. Agnès ? Alors, je voulais souligner le dynamisme, la curiosité, la ténacité de Rose et vraiment l'encourager à poursuivre son travail. C'est admirable ce que tu fais, donc continue. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci encore. Merci beaucoup. Merci.